champion du monde. Mais non, mais c'est fou. Aldrit encore lui dans l'axe, le relèvement d'Antoine Dupont intérieur. Oui, Antoine Dupont, laissé sous les poteaux. Quentin Fillon-Maillet qui arrive pour remporter une 4e médaille en 4 courses. Athlète français le plus médaillé dans les mêmes Jeux Olympiques. Quentin Fillon-Maillet qui banalise l'exceptionnel. Oh le champion, oh l'exploit, c'est incroyable. 23h minuit, c'est l'heure du Campus Sport Club pour parler et vivre au sport ensemble sur Radio Campus. Bonsoir à toutes et à tous, auditeurs et auditrices, j'espère que vous allez bien. Vous êtes toujours sur Radio Campus Lille 106,6 FM. Et comme vous venez de l'entendre dans le générique, c'est l'heure du Campus Sport Club, 12e émission de cette saison 2, si l'on peut dire. Et normalement, si vous aviez noté sur la fin du générique, c'était en l'honneur de Quentin Fillon-Maillet qui gagnait une médaille olympique au dernier JO d'hiver à Pékin, c'était en février dernier. Et on va en parler justement de Quentin Fillon-Maillet et du biathlon dans cette émission. Avec moi ce soir, un trio, somme toute, pionnier de cette émission. Classique. El Classico. Si. Oui. Pour m'entourer, m'épauler ce soir, à droite, Audrey. Bonsoir à tous. À gauche, Sophie. Et bonsoir. Et en face, le maître à jouer, le numéro 10 du CSC, Ellie. Oui. Bonsoir à tous. Toujours un plaisir de vous avoir tous les trois. Ça fait plaisir également. Vous avez bien suivi la semaine sportive ? Bon, bien sûr. Bien sûr. Toujours. Ça tombe bien. On a fait nos devoirs là. T'as fait tes devoirs ? Ouais. Attends, parce que pour des personnes comme nous, étudiants ou dans les études, ça va bientôt sonner... c'est les fêtes, bientôt. Oui. Mais c'est aussi bientôt les partiels. On va rester sur les fêtes. C'est pas un peu démotivant Il vaut mieux pas en parler tout de suite. Il fait nuit à 17h, déjà. Il fait froid, il fait brouillard. Il commence à faire froid. Oui, bon. Il commence. Si. C'est pas nouveau. Je peux vous faire un rapport météo si vous voulez. D'accord, non. Pourquoi pas, on proposera la météo du CSC. Dans la région de Turin, il fait grand brouillard sur la Juventus. Ça peut être très drôle à faire, ça, une rubrique météo de l'actualité. Ah ouais, tiens. Allez, ça sera pour toi. De toute manière, c'est trop tard, t'as avancé. Je me rajoute du boulot là. C'est trop tard. À moins que Audrey veuille... Non. Non. Les idées un peu nulles comme ça, c'est pour Sophie. Merci. Ellie, si t'es prêt, je te propose tout simplement de lancer le petit son, puisque on commence ce CSC spécialement sur la Coupe du Monde de football. Petite sonorité qatari. C'est l'hymne et tout, c'est beau. Oui, petite ambiance. Là, on a traversé tout le nord africain, on a traversé le grand désert d'Arabie, on est au Qatar, Ellie, et on a envie de savoir ce qui s'est passé notamment aujourd'hui. Eh bien, on connaît désormais deux des affiches des huitièmes de finale, puisqu'il y a tout le groupe A et tout le groupe B qui ont joué aujourd'hui, le groupe A à 16h, le groupe B à 20h. Les Pays-Bas, donc je vous spoil les affiches. Vous en voulez pas ? On aura Angleterre, Sénégal et États-Unis, Pays-Bas. Les Pays-Bas qui se sont qualifiés, ils ont en tête de leur groupe, ils ont remporté facilement leur match face au Qatar. Et le Sénégal et l'Équateur se battaient pour cette seconde place dans le groupe A, et c'est les Sénégalais qui se sont imposés en battant donc cette équipe équatorienne 2-1 avec un but d'Ismaël Sarr au début de la partie. Les Équatoriens ont tenté de revenir, ils sont revenus dans la partie et ont égalisé avec Caicedo, et puis Koulibaly une petite minute plus tard a remis le Sénégal devant, et le Sénégal donc qui affrontera le premier du groupe B qui sont les Anglais, puisqu'ils ont également eux aussi, facilement terminé en tête de ce groupe B et facilement disposé des Gallois c'est ce soir, là, il y a quelques minutes. 3-0, des buts de Rashford et Foden. C'est intéressant parce que c'est des attaquants qui n'étaient pas du tout titulaires lors des deux premiers matchs dans l'esprit de Gareth Southgate. Donc, est-ce que ça va remettre en cause, puisqu'ils sont décisifs ce soir, est-ce que ça va remettre en cause une hiérarchie chez les Anglais ? Puisque du coup, ce huitième de finale Angleterre-Sénégal, il est alléchant.
Et puis donc dans l'autre finale, exactement sur le même modèle que dans le groupe A, on avait les Iraniens qui jouaient contre les États-Unis dans ce nucléarico. Tu l'as travaillé celui-là ou pas? Bien sûr, Ah, bien sûr. je me disais. Travailler à l'entraînement. Les États-Unis qui ont marqué juste avant la pause grâce à Pulisic. Les Iraniens, donc une mi-temps dominée largement par les Américains. Puis toute la seconde période a été iranienne. Beaucoup d'actions pour les Iraniens qui ont poussé, mais ce n'a pas suffi. Et malheureusement, ils sont éliminés de cette Coupe du Monde. Et donc les États-Unis finissent deuxième de ce groupe B, affronteront les Pays-Bas dans ce huitième de finale. Ce sera samedi, il me semble. Ouais, samedi Pays-Bas et dimanche prochain Sénégal-Angleterre. Comme tu l'as dit, je pense que Sénégal-Angleterre, pour l'instant, ça nous chauffe plus que l'affiche Pays-Bas-États-Unis. Bien sûr. Très belle affiche parce que c'est quand même deux équipes qui ont... même le Sénégal a l'habitude des très grands rendez-vous. Donc c'est quand même une affiche de prestige et je trouve qu'il peut être assez disputé. Ouais, c'est vrai que... Et puis on l'a vu monter en puissance, cette équipe du Sénégal, elle a déçu contre les Pays-Bas dans leur premier match, ils ont perdu 2-0. Elle a déçu de manière assez mesurée puisqu'ils ont quand même concédé des buts très tardifs. Voilà, mais ils n'ont pas montré ils n'ont pas montré un visage qu'on attendait d'eux. Le match contre Qatar qui remporte leur deuxième match, un peu mitigé également parce qu'on se dit heureusement que c'est le Qatar en face parce que c'est pas forcément au niveau où on les attend. Et ce soir, ils ont été très très impressionnants, notamment leur première période. Donc peut-être une montée en puissance et pourquoi pas aller battre les Anglais qui n'ont pas été non plus ultra dominateurs dans leur poule qui était sur le papier et même d'ailleurs dans les faits pas si impressionnante que ça. C'est celle que tu dépréciais le plus. Oui, bien sûr, mais au final, la poule des anglo-saxons. Ça s'est prouvé puisque les Gallois, c'était vraiment un niveau très très faible. Gareth Bale, rien que pour parler de lui, il a été quasiment inexistant ce soir dans le match. Je crois qu'il est sorti à la mi-temps, si je ne dis pas de bêtises. Parce que j'ai jeté un coup d'œil, j'étais plus sur le match Iran-États-Unis. Et puis j'ai perdu ce que je voulais dire, bravo. Alors ça c'est pas terrible. Non, les Gallois pas forcément au niveau. Les Iraniens qui ont joué sur courant alternatif sur ces trois matchs. Puis les États-Unis ont montré de bonnes choses. Mais est-ce que ça va suffire pour aller battre les Pays-Bas ? On verra ce week-end. Gareth Bale est effectivement bien sorti à la mi-temps. Je confirme te dire. Et moi, je suis content pour Rashford, qui avait déjà marqué en rentrant. Oui, c'était lors du carton 6-2 face aux Iraniens. Les Iraniens, quand même, qui ont poussé jusqu'au bout, qui auraient, en cas de match nul et du 1 partout dans les derniers instants, auraient pu arracher cette qualification. Et les Iraniens, dans cette poule, montraient presque le plus beau visage. C'est presque la petite déception, en fait, que ce soit cette équipe-là qui montrait le plus d'envie, qui avait le plus de jeu, qui ne s'en sort pas, mais qui est tombé sur plus fort qu'eux. Et puis donc, pour les éliminer, Équateur, Qatar, les Qataris qui ont... C'est la première fois qu'un pays hôte ne remporte pas le moindre match et donc termine avec 0 points, puisque l'Afrique du Sud, qui n'était pas sortie de poule, avait au moins accroché quelques points dans la besace. Dans notre groupe, d'ailleurs. Tout à fait. Parce qu'il nous avait déjà pris un point. Et autrement, pour ce qui est du reste, la France, qui a même joué ce week-end et qui a gagné, et qui est du coup, qui était à l'époque la première nation qualifiée pour les huitièmes. Oui, il y en a eu deux autres, je ne sais pas si tu veux en parler maintenant, c'est le Brésil et le Portugal qui se sont également qualifiés pour les huitièmes de finale. Les Brésiliens en dominant les Suisses, 1-0 hier. Et puis les Portugais également en dominant l'Uruguay, qui était peut-être l'autre grand favori. C'était un beau match sur le papier, ce Portugal-Uruguay. Ça a tourné à l'avantage des Portugais, 2-0. Portugais qui donc se qualifient également pour les huitièmes. On a donc beaucoup plus maintenant. 7 qualifiés pour les huitièmes de finale. Il en reste 9. Ouah, les soustractions d'Elie Bonin. Jukebox. Non, mais mesdames, le Brésil, a priori, c'était quand même convenu, puisque ça fait quand même depuis 1978 qu'ils n'ont pas fini premier d'une phase de poule.
Donc au moins on les attendait à minima à ce niveau-là, c'est déjà fait. Les Portugais, par contre, vous les sentez quand même faire une belle Coupe du Monde ou pas là, vu comment ça démarre? C'est pas un groupe facile, hein, pourtant. Ouais, il y a eu des Ghana, doutes, hein. Corée du Sud, Uruguay avec eux. C'est pas fini, bien sûr, donc mais bon. Franchement, je trouve que ça va, on peut toujours y croire pour eux. Enfin, ils ont toujours une équipe forte, mais est-ce qu'ils iront jusqu'au bout? Ça, je peux pas le prévoir. En tout cas, pour les huitièmes, moi, je les attends au tournant. Il y en a beaucoup qui disaient, en tout cas comme certains consultants et commentateurs de beIN ou autres, qui mettaient en avant le fait que le Portugal avait l'un des meilleurs collectifs, hein, une des meilleures listes qui soit. Alors après, souvent, la meilleure liste ne veut pas dire qu'on gagne. Je pense qu'en 2018, je suis pas certain. Est-ce qu'en 2018, on considérait qu'on avait la meilleure liste? C'était pas la Croatie, justement? Ah bah non. Ou la Non. Belgique. Non, au contraire, Belgique, la peut-être. Croatie. Belgique avait une Mais grosse. la Belgique qui avait une grosse sélection. Brésil aussi. Mais peut-être. le Portugal, ils ont non seulement une très belle liste, mais je trouve qu'avant, c'était quand même beaucoup. Enfin, l'équipe était assez centrée sur Ronaldo quand même. Tout le monde cherchait à atteindre Ronaldo. Et là, je trouve que ça joue beaucoup plus collectivement. Et même sans Ronaldo, finalement, il s'en sort très bien. Il y a beaucoup de talent dans cette équipe et ils arrivent bien à jouer ensemble. Donc je pense que vraiment, ils peuvent faire un beau parcours. Donc pour l'instant, l'avantage, c'est que comme le Brésil premier pour l'instant, hein, qualifié dans son groupe G et premier provisoire, et le Portugal premier provisoire de son groupe H, s'ils arrivent à garder leur position, ils ne se croiseront pas, eux, en huitième de finale. C'est ça. Et pour le Portugal, sans manquer de respect à ces trois nations, la Suisse, le Cameroun et la Serbie sont largement à leur portée. Donc ils ont au moins les moyens d'aller jusqu'en quart de finale assez aisément, évidemment sur le papier à nouveau. Un petit mot peut-être pour nos Belges, on en parlait à l'instant dans ce groupe F, puisqu'il y a une nation qui est d'ores et déjà éliminée, alors qu'elle aussi, hein, comme les Iraniens, c'est une des petites nations de ce mondial, mais qui font bien vivre la compétition. Ouais, les Canadiens éliminés. Et ce groupe F, j'adore ce groupe F. C'est les Croates qui sont premiers de ce groupe, puisqu'ils ont largement battu donc, ces Canadiens 4-1 samedi. Et c'est par contre le Maroc qui a fait sensation en battant nos voisins belges 2-0. Le Maroc qui est donc devant la Belgique pour le moment au classement avec 4 petits points, ils sont deuxième. Et la Belgique avec une seule victoire, la première contre le Canada lors du premier match à 3 points. Mais rien n'est fait dans cette poule. Et justement, ça va être très intéressant d'assister à ce Belgique-Croatie. Ouais, c'est le choc annoncé de base. Et pour la ça première vient, place. Et est-ce que du coup le Maroc pourrait accrocher la qualification puisqu'ils n'ont besoin que d'un nul si la Croatie bat la Belgique. Enfin même d'ailleurs si la Croatie bat la Belgique. Oui, qu'importe, ils ont juste besoin d'un nul. Tout à fait. Pour être sûr et certain. Alors le Maroc, vous mettez une pièce dessus? Eh ben, pourquoi pas. Oui, ça paraît beaucoup plus probable. Je trouve que le Maroc passe en huitième plutôt que au retour de la Belgique. Vu les crises internes dans le groupe belge, les tensions, je vois pas comment ils peuvent aller chercher la Croatie. On parle de l'élan de jeunesse français et à l'inverse, chez les Belges, on se dit trop vieux. À en citer certains, notamment Kevin De Bruyne ou Jan Vertonghen, ces joueurs-là. Ils ont pas l'air de beaucoup croire en eux, quand on entend leurs déclarations à la fin des matchs et tout. Ouais, ils ont pas un espoir. C'est étrange ça comme mentalité. Bon après, il est vrai que généralement dans une compétition sportive, notamment internationale, quand on représente son pays, tout le monde dit le b.a.-ba, c'est normal que tu y crois plus dur comme fer, que tu mettes toutes les meilleures intentions du monde. Et là, pour moi, c'est un des rares cas où j'ai jamais entendu dans n'importe quel sport qu'une nation se rabaisse elle-même et démontre tous ses points négatifs et à dire en fait on fait pas le poids. C'est genre presque pessimiste de ce qu'on a entendu des quelques Belges qui ont pris la parole. Attention, ça représente pas les 26 joueurs et comme tu l'as dit, il y a des tensions, mais c'est... Après, ils sont de quoi être pessimistes parce qu'un match nul entre du coup les Croates et les Belges ne les qualifierait même pas, puisque ils ont une différence de but négative. Ils ont -1 en différence de but, alors que le Maroc a +2. Il faudrait que le Maroc perde 2-3 buts. Exactement. Faudrait une vraie déculottée face au Canada. Donc c'est même un match nul ne contenterait pas les Belges, donc ça risque d'être compliqué évidemment, sauf s'ils gagnent face aux Croates, mais ça risque parce qu'ils ont montré de belles choses aussi les Croates, donc ça va pas être facile.
C'est bien, ça pimente la fin de, il est bien ce groupe F. de ce Coupe du Monde. Et puis, peut-être finir sur une touche, notamment du groupe C, puisque ça concerne notre futur adversaire. Vu que normalement, si tout se passe bien, on finit bel et bien premier de notre groupe. Là, pour le coup, il y a très très peu de chances quand même qu'on passe second. Oui. Mais sur qui, au final, tomber en 8e? Eh ben, on ne sait pas encore, hein, puisque la Pologne elle a rebattu les cartes. L'Arabie Saoudite avait gagné le premier match contre les Argentins. Là, la Pologne a complètement rebattu les cartes, puisqu'elle a battu 2-0 l'Arabie Saoudite. Un peu cruel pour les Saoudiens qui ont dominé largement cette partie. Ils se sont procurés vraiment beaucoup d'occasions, mais sans les concrétiser. Et les Polonais, eux, ont été beaucoup plus cliniques. Et à noter le but de Lewandowski, son premier en Coupe du Monde. Et puis l'Argentine, elle aussi, qui avait donc chuté dès le premier match, s'est relancée en battant le Mexique. Donc tout est encore faisable. Le classement, c'est Pologne première avec 4 points, Argentine deuxième avec 3 points et Arabie Saoudite avec 3 points également. Puis Mexique peut encore se qualifier avec un petit point. Ils ne sont pas encore éliminés. Les prochains matchs, c'est Argentine, Mexique et Pologne, Arabie Saoudite. Non, ça c'est Pas du tout. ce qui vient de se jouer, tu viens de le dire. C'est Pologne-Argentine. Merci. Et Arabie Saoudite, Mexique. Donc ça promet. Et ce qui, du coup, permet à l'Arabie Saoudite qu'en cas de victoire, elle est forcément qualifiée pour les 8e de finale. Hervé Renard qui pourrait réaliser ça serait fou. Ouais. Donc, l'Arabie Saoudite a tout à gagner, à jouer à fond le coup face aux Mexicains, qui ont, eux, très très peu de chances quand même de se qualifier. Et puis Pologne et Argentine, alors il y en a une forcément qui... Enfin, il y a certainement, plutôt, je ne vais pas m'avancer, mais il y a certainement une des deux qui va y tomber. Vous voyez la guillotine s'abattre sur la tête de qui, là? Eh ben, en cas de match nul entre les Polonais et les Argentins, il faudrait la victoire du Mexique ou un nul. Un nul qui avantage toujours l'Argentine. Exactement. Ça pourrait Faut ça pas pourrait la victoire suffire. de l'Arabie, en tout cas. C'est exactement ça. Donc, qui va tomber? Bon, et vous voulez qui pour la France, surtout? Bah, l'Arabie Saoudite. De ce qu'il montre, de ce que pour l'instant il montre dans ce groupe. Parce que l'Arabie Saoudite, en tout cas, c'est... Oui, c'est sûr. ça Mais met ce du cœur. serait, comme tu disais, Hervé Renard qui retrouve face à la France. Ça serait même beau, tu penses? Oui, voilà, c'est Ouais, ça. C'est d'accord. une belle Même pour la rencontre. symbolique. Puis il mérite vraiment, en tout cas, d'être deuxième. Ce serait mieux aussi pour la France que l'Argentine ne soit pas deuxième, quand même. Donc, oui, en tout cas, pour ce groupe, face à la France, je sais pas, mais moi, j'aimerais bien que ce soit l'Arabie Saoudite qui passe quand même en 8e. Oui, bah moi je vais faire la voie contraire, c'est pour ajouter un peu de piment. J'aimerais bien que ce soit l'Argentine, juste pour un combat entre Messi et Mbappé, les deux partenaires. Mais, Back in 2018. Ouais, c'est ça. Mais après, C'est vrai. Très bon franc-anglais. back in. Mais après, oui, l'Arabie Saoudite, ça pourrait être un très beau match. Dans tous les cas, l'un comme l'autre, ça pourrait être de très beaux matchs. Je vais Et faire lui la va dire la troisième. Pologne. Exactement, je vais faire la troisième fois parce que je vais dire la Pologne. Parce que les Argentins, ils sont pas faciles à jouer. Ça reste quand même l'Argentine et je les vois peut-être battre la Pologne et terminer premier. Mais par contre, l'Arabie Saoudite, pas forcément faire le nécessaire pour terminer deuxième. Et du coup, ce serait la Pologne deuxième. Et dans ce cas, les Polonais, ils n'ont pas été si exceptionnels que ça dans ce début de mondial, même s'ils ont bien contrecarré les plans d'Hervé Renard sur ce match contre l'Arabie Saoudite. Ça peut être pas mal de les jouer parce qu'ils m'ont pas franchement impressionné, donc vraiment très prenable pour notre équipe de France jusqu'à présent par rapport à ce qu'elle a montré. En tout cas, ça reste un groupe où tout est jouable, donc on va pas trop s'avancer, on en saura bien plus demain. Parce que Elle est passionnante cette coupe. la France joue demain et ce groupe-là joue aussi demain pour avoir son ticket pour les huitièmes de finale. Et on va finir quelques instants sur le groupe E, le dernier dont on n'a pas parlé du tout, qui est lui aussi très disputé, surtout que le quatrième n'a rien à faire là, bien que, on va dire que comme en 2018, il est un peu à sa place. Ouais, c'est ça. C'est les Allemands qui sont quatrième de ce groupe. Ils étaient en sursis après la défaite, du Japon plus tôt dans la journée de dimanche, puisque le Japon a été battu par le Costa Rica, alors que les Allemands avaient été battus par les Japonais. C'est aussi un micmac dans ce groupe, et c'est pour ça qu'il est très intéressant. Et les Allemands ont arraché un point du nul contre les Espagnols en fin de match. Ce qui fait qu'ils sont toujours en vie. S'ils perdaient, ils étaient éliminés de cette Coupe du Monde. Ils ne le sont pas encore. Mais du coup, on a l'Espagne à 4 points, le Japon à 3 points, le Costa Rica à 3 points.
Tout est encore vraiment jouable dans cette partie. Et puis ce sera du coup Espagne, Japon, Costa Rica, Allemagne. Une affiche plutôt favorable aux Allemands. Mais donc à voir le résultat de ce Espagne-Japon, parce que les Japonais ont surpris les Allemands, ils peuvent très bien surprendre les Espagnols. Et le Costa Rica, en battant le Japon, en fait, a tout à gagner à, par exemple, faire nul contre l'Allemagne, qui va, à mon avis, chercher la victoire. Et si le Japon s'incline contre l'Espagne, c'est le Costa Rica qui s'en va une nouvelle fois en 8e. Oui, tout à fait. Donc, ça, c'est vrai. Ce serait fou. Un scénario sympa. Encore une fois, après, voilà, comme les matchs en même temps, pas sûr que les Costariciens jouent le point de nul sans savoir le résultat. Il n'y aura plus trop ce schéma de match de la honte ou de ce qui a pu se passer. Complètement. Mais ça va être un beau spectacle. C'est jeudi soir, si je dis pas jeudi après-midi. Si je dis pas de bêtises. Je te redirai tout ça en fin de l'émission, t'inquiète. Mais bon, tu seras surtout focalisé, toi, sur le groupe F. Donc, tout à fait. Comme ça se joue la même journée, faut que tu choisisses. Et comme tu préfères les Belges. Non. Non. Maroc. Ah, toi, ok, d'accord. Ok. D'accord. Très bien. De toute façon, la semaine prochaine, on aura même déjà commencé les huitièmes de finale dans le CSC, donc on connaîtra même des quarts de finalistes. Et la France qui devrait jouer, elle, de toute manière, donc dimanche. Oui. Dimanche comme elle devrait finir à 16h. 98% de chances qu'elle soit première. Donc ça devrait être dimanche 16h. Très bien. Et je vous propose qu'on marque une petite pause. Là, on vient de faire la grosse séquence Coupe du Monde. On est un peu obligé, c'est l'événement en ce moment. Et puis, pour le choix de cette première musique, si vous aviez suivi l'actualité, Irène Cara, chanteuse connue pour 2-3 sons, notamment celui qu'on va écouter, vient de décéder le 25 novembre dernier à 63 ans seulement. Elle est notamment connue pour Fame, sorti en 1980, mais aussi pour ce qu'on va écouter dans un instant, What a Feeling, chanson de Flashdance. Normalement, nous, c'est pas trop notre cas. Ça vous parle ou pas, non? On connaît d'oreille, quoi. Ça parle à Ellie. On va préférer quand même Irène Cara, s'il te plaît, Ellie. Et puis j'en profite, je me suis dit, ça fait un petit clin d'œil aussi pour la qualification américaine, même si je suis un peu déçu pour les Iraniens, c'est comme ça. Et on se retrouve juste après What's a Feeling, Irène Cara. Ouais, c'était What's a Feeling, Irène Cara. Tout le monde connaît bien cette chanson. Et Ellie, si tu veux nous la remettre, c'est la remettre. Chanson, pour info, qui, du film Flashdance, sorti en 1983, donc, qui était nommé pour les grandes cérémonies 1984, qui avait remporté le Golden Globe de la meilleure chanson originale, le Grammy Awards de la meilleure bande originale pour Flashdance, meilleure chanteuse pop pour Irène Cara, et Oscar de la meilleure chanson originale dans le film Flashdance. Tout ça en 1984, pendant l'année de notre premier Euro pour la France. Donc voilà, petit clin d'œil, et surtout chanson faramineuse. Oh, pardon. C'était son année, merci. Tu étais muté, donc tu peux redire ta phrase. Vas-y. Ça a fait un carton cette année. Ah, merci. Yes. Oui, parce qu'il y a une souffleuse, en fait. Donc on est un peu comme au théâtre. Avançons, si tu le veux bien, Ellie et vous, et je vais vous parler des résultats, mais pas de foot. Pardon ? Pas trop, j'avais pas trop envie. T'as pas trop ? Allez, on attend. Pas de souci. C'est long. Allez, Flashdance. Si tu ramènes Flashdance, c'est très drôle. J'aurais pu, mais il fallait me dire. Là, tu remets ? Bah, tu l'entends là ? Bah oui. Bah, tu fais les résultats sur ça. Allez, les résultats sur Flashdance. Ça me va, hein ? Allez, les résultats. Sur Flashdance ? Non. Le passage en revue des performances et des moments marquants de la semaine, tout de suite, avec les résultats du CSC. Ça me chauffait plus que d'entendre ma voix. Hein. Après, on peut le mettre en fond pendant tous tes résultats. Allez, on se tente ? Avec grand plaisir. Allez, on se tente. Je le disais en tout début d'émission, vous avez entendu à la fin du générique, comme chaque soir dans le CSC, c'était la victoire de Quentin Fillon-Maillet aux derniers Jeux Olympiques de Pékin. Eh ben, on va en parler de ce Quentin Fillon-Maillet, puisqu'il a débuté aujourd'hui, enfin, nous on l'attendait depuis quelques semaines vivement dans le CSC, la première étape de la Coupe du Monde de biathlon, et c'est les hommes qui ont donné le départ avec l'épreuve individuelle, 20 km, qui a été remportée par un Suédois, pas celui que je
pronostiqué pour le coup, puisque je pensais à Samuelsson. Non, c'est Ponsiluoma qui s'en est brillamment sorti en 49 minutes 36 secondes. Si vous voulez savoir. Et pour ce premier podium, il est suivi du Suisse Hartweg et de l'Allemand Zobel, qui sont les deux seuls des 97 participants à n'avoir loupé aucun de leurs tirs, de leurs 20 tirs donc. Et côté français, pas de Quentin Fillon-Maillet tout de suite dans le classement, puisque c'est d'abord Fabien Claude qui s'en est brillamment sorti. C'était le deuxième à partir de cet individuel et qui a fini 9e avec 2 petites fautes. Et Quentin, avec aussi 2 petites fautes, qui a quand même fini à plus de 2 minutes 40, donc à 2 minutes 42 de la tête, et qui est 15e pour l'instant. Et on retrouve l'inévitable Johannes Beu juste devant lui, 12e, mais lui avec 4 fautes, donc bien meilleur sur les skis. Vous me direz ce que vous en pensez brièvement, mais si vous avez vu, mais pour les Français, ce qui était du ski, ça semblait pas terrible. Et puis je parlais de Samuelsson qui a fini 5e avec une petite faute et à 1 minute 2 donc de Ponsiluoma, donc ça s'est joué à pas grand chose, qui est talonné par les Norvégiens Leigrid et Christiansen, donc qui démarre plutôt bien, mais les Français pour l'instant pas trop en vue pour ce début. Est-ce que, pour ceux du moins qui auraient un avis là-dessus, est-ce que vous pensez que c'est un problème de ski ? Non, Quentin a dit c'était sur le tir, parce que du coup l'individuel, on rappelle la règle, c'est une faute égale 1 minute de pénalité. Quentin fait du coup 2 fautes cet après-midi, et il a dit que c'était donc sur son premier tir, et il a dit que c'était des fautes d'inattention, de mauvais réglage. Et qu'il imputait pas ça forcément au ski, même s'il a été beaucoup moins vite que Ponsiluoma et que Johannes Beu surtout cet après-midi. Mais donc voilà, c'est la première course de la saison. On a l'habitude de voir les Français se tester sur ces premières courses. Voilà, je m'inquiète pas trop pour la suite des choses. En tout cas, on aura hâte de voir peut-être nos Françaises demain pour l'individuel femme. Je change complètement de sport, puisque le biathlon, aujourd'hui, ce n'était qu'une épreuve. Donc, on doit se contenter de cela pour l'instant, mais ça se termine, c'est un week-end qui dure, donc on pourra en profiter. Tennis maintenant, la Coupe Davis. Peut-être que vous l'avez suivi ce week-end. Le Canada qui rentre dans l'histoire. Victoire 2-0 contre l'Australie en finale dimanche. Victoire de Shapovalov sur Kokinaki 6-2, 6-4 et victoire d'Auger Aliassime sur Dominor 6-3, 6-4. Le Canada qui devient le 16e pays de l'histoire à remporter la Coupe Davis, qui avait perdu en 2019 une finale. Est-ce que vous vous souvenez contre qui ou pas du tout? Là, c'est le quiz qui débute maintenant. Non, c'est pas sur ça. Oula. C'est pas sur ça. Ah, est-ce que vous vous souvenez? Non? Pas d'idée? Un indice. Européen. Allez, tiens. C'était l'Espagne. C'était l'Espagne. Bon, bravo. L'Espagne de Rafael Nadal, qui avait battu le Canada. Canada qui est quand même un miraculé de cette édition. Ils avaient été éliminés dès la phase qualificative par les Pays-Bas, mais ont été repêchés, c'était en mars dernier, parce que la Russie a décidé de commencer une petite guéguerre et du coup a été exclue. Donc, repêchés. Ensuite, ils ont intégré la phase de poule qui s'est jouée en septembre, et là, ils s'en sont sortis, on va dire, au goal à virage face à la Serbie. Et ils ont passé les poules de septembre de justesse, et à chaque fois, se sont imposés en quart et en demi 2-1. Chaque fois, ça s'est joué au double décisif, et là, donc, ils n'ont pas eu besoin du double, puisque les deux simples ont gagné. Donc, le Canada rentre dans l'histoire, et on fêtera ça en musique juste après. Et Ovalie, maintenant en rugby, un petit mot sur le top 14. Le Stade Toulousain, qui est toujours premier du championnat de France, qui est dans une spirale un peu problématique. Ils ont été battus par Lyon, le Loup, en match de clôture de la 11e journée. 3e match sans victoire en un mois pour le Stade Toulousain en top 14, qui avait été déjà défait contre Bayonne et qui avait dû concéder le nul contre le Stade Français. Donc eux qui avaient démarré sur les chapeaux de roue pour l'instant ont une petite baisse de régime, mais ça profite au Stade Rochelais qui est 2e avec 31 points et au Racing qui est aussi à 31 points et 3e. Si je peux dire un mot sur La Rochelle, ils se sont imposés très très largement 53-7 contre Castres. Peut-être que si jamais l'un de vous a vu ces matchs-là, n'hésitez pas à prendre la parole après. Énorme match de Teddy Thomas sur son aile, très bon match aussi d'Anton Achteuil à l'ouverture. Ils ont complètement roulé. Il aurait pu avoir 53-0. C'est presque le seul
point noir alors que c'est même pas un problème. C'est Démonstration de La Rochelle. totale démonstration. Et autre score fleuve pour le Racing contre Clermont à domicile aussi, 46-12. Un peu moins bien. Oui, un peu moins bien, mais c'est quand même un très beau score pour le Racing dimanche dernier. Et tout en bas du classement, c'est Perpignan et Brive qui sont pour l'instant respectivement 13e et 14e qui se tirent un peu la bourre. Mais alors que Brive a concédé une 6e défaite de rang contre Pau, donc ce week-end 22-6 à Pau, Perpignan, lui, a pour l'instant sauvé les pots cassés dans les dernières minutes contre l'UBB. Ça va peut-être pas te faire plaisir, Ellie. Non. Victoire 23-20 avec essai à la 71e. Donc, l'UBB, de toute façon, dans une spirale un peu négative aussi ces temps-ci, un peu dans la tourmente en ce début de saison, qui a vu son entraîneur partir. T'as vu peut-être ce match ? Oui, bien sûr, ça a été vraiment compliqué. On a l'impression, voilà, un sabordage encore une nouvelle fois de l'UBB toute seule comme une grande. Et Perpignan qui joue très bien le coup et à domicile en plus, ils sont pas forcément si prenables que ça. On avait perdu en fin de saison dernière justement là-bas et c'est un peu de là que tous les mots ont commencé. Non, rien à dire de plus. Hein, voilà, sabordage en règle, des lancers en touche. Une conquête désastreuse qui coûte complètement le match, pour résumer. Ouais, c'est pas terrible. Voilà, puis on verra ce que ça donne. Ça va vraiment être une saison de transition. Ça va être très, très difficile. On en discutait, c'est peut-être le moment aussi de laisser couler, Bien sûr, d'éviter ça... non plus d'enchaîner de trop mauvais résultats. Mais peut-être... ça sert à rien de prétendre à viser le... ils sont pas si loin, ils sont qu'à 6 points du top 6, oui. C'est pas encore Non, mort, sûr, mais... La saison est toujours longue, hein. Là on est à la 11e journée. Donc voilà, on a vu l'année dernière Toulon qui était remonté oui. fort en deuxième partie de brillamment. saison pour échouer finalement au port du top 6. Si on peut faire une deuxième partie de saison comme ça, on verra. Déjà il y a la Coupe d'Europe aussi qui va commencer, voir comment on aborde ça, on verra. On verra tout cela. Et on va finir avec un mot de... balle orange basket avec un mot de Betclic élite. On n'en parle pas trop, donc je me permettais, puisqu'on a quand même un phénomène dans notre basket tricolore, Wembanyama, qui continue d'écraser le championnat de France. Pour vous dire, avec le Boulogne-le-Valois, donc son équipe, qui est pour l'instant première avec un bilan de 9 victoires et une défaite. La seule défaite, c'était leur premier match de la saison. Donc ça c'est bien, puisqu'il continue d'enchaîner des victoires. Il a scoré 30 points et 15 rebonds contre Nancy samedi. C'est le premier Français de l'histoire, à savoir à faire 3 matchs consécutifs à 30 points ou plus. 33 points contre Limoges, 30 points, et là 30 points de nouveau. Au niveau français, c'est assez exceptionnel. Donc forcément que la NBA, côté États-Unis, a un œil toujours aussi attentif sur lui. Et ce soir, c'est Monaco qui s'est imposé au Mans, très tranquillement, 90-81. Qui reste donc 3e du championnat, mais qui s'était fait un petit peu peur en compétition européenne. On a 2 candidats en Euroleague cette année, c'est Monaco et l'Asvel. Monaco qui reste dans les clous, qui est toujours 5e, qui est toujours dans le haut, mais qui s'est fait très peur, notamment sur ses matchs à domicile. Et le champion en titre de la Betclic Elite, c'est l'Asvel, qui est lui 6e du championnat, qui vient de s'imposer contre Pau, mais qui en Euroleague est 17e sur 18. Donc pour l'instant, c'est pas glorieux tout ça. Mais voilà, force est de constater que Wembanyama, lui, continue d'éclabousser. Il a 18 ans. Hein. Donc, tout jeune. Qu'est-ce qu'on faisait à 18 ans ? C'est bien. Hein. De toute façon, le comparatif va être rapidement fait, mais c'est le Mbappé du basket pour l'instant. Et on est franchement, les générations 2000 et après, on est bien. Hein. On est pas mal. Nous, on n'est pas le meilleur exemple. Ah non. Mais on peut être une très belle génération, ça se trouve. Mais en tout cas, ça laisse présager de très belles années pour le basket français. Voilà, c'était tout pour moi. Si vous aviez un mot à redire là-dessus, une note à donner sur TripAdvisor ou sur campushill.com. Hein, sur ce que tu viens de dire. Ouais. 21 sur 20. Alors, j'en connais une qui veut réintégrer les pronos. Et ça marche. Ça arrive très très vite. C'était vraiment super. Franchement. Merci beaucoup. Oh là là, je ne l'ai pas du tout payé. Allez, tiens, je vais te donner la parole. Vu que tu fais la maline, on va te donner un petit jingle, juste pour que tu aies le temps de ravaler ta salive. Et puis, c'est l'heure des news.
L'actualité sportive, aussi chaude que le soleil de Lille. Enfin, quand il y en a, c'est l'heure des news du CSC. Ah, puis le soleil, il va pas réapparaître tout non. de suite. Hein. Oula. Audrey, vas-y, on t'écoute maintenant. Toi qui veux nous parler des news de la semaine. Merci beaucoup, Adrien. Alors, Toujours plus. alors, on va commencer par le plus gros, la billetterie des Jeux Olympiques de Paris 2024 qui a été dévoilée hier. Alors, je pense qu'il faudrait quand même bien une demi-heure pour tout expliquer, tant le système est complexe. Alors, la petite nouveauté, c'est acheter son billet par pack. Première étape, après-demain, donc à partir de jeudi jusqu'au 31 janvier prochain, il faut créer son compte sur ticket.paris2024.org. Ensuite, il y a un tirage au sort et si vous êtes chanceux, vous serez susceptible d'obtenir des places dès le 15 février. À partir de cette date, vous pouvez recevoir un mail qui vous laissera 2 jours après un créneau de 48 heures pour choisir son ou ses packs, puisqu'en effet, dans une limite de 30 billets max, vous êtes libre de choisir ce que vous voulez. Les billets commencent à 24 € et la moitié coûtera moins de 50 €. Mais, précisons qu'un pack est composé de 3 épreuves, donc 3 fois 24. Beaucoup. 72. Voilà, merci, c'était pour voir si vous suiviez. Donc au final, c'est 72 € minimum. Pour que cela reste accessible, 20% des billets seront vendus à l'unité lors d'un second tirage au sort. Et ensuite, même système, si vous êtes sélectionné, vous pourrez choisir vos places dans le mois de mai. Mais alors, dans toutes ces phases, il faut quand même enlever les épreuves les plus demandées et les billets pour la cérémonie d'ouverture. Cela, ce sera en 2023, mais on ne sait pas vraiment quand. Et petite astuce pour finir, inscrivez-vous au préalable au Club Paris 2024 pour être prioritaire sur le choix des packs. J'ai pas tout D'accord. compris. Alors, C'est hyper clair. l'avantage, c'est que j'en profite un instant, je m'excuse Audrey. Cette émission est réécoutable sur campuslille.com, donc vous pourrez réécouter à nouveau toutes les instructions d'Audrey. Et elle sera aussi disponible incessamment sous peu sur Spotify et sur notre chaîne YouTube Campus Sport Club. Donc, ne vous inquiétez pas. Si vous n'avez pas eu le temps de dégainer le stylo et le calepin, c'est bientôt. Ouais, je pense qu'il faudra la réécouter 3-4 fois pour bien que ce soit. Mais bien est-ce que clair. même toi, là, si maintenant t'as plus tes notes, t'arrives à faire les démarches Bof, hein. Ouais, hein. Je- Alors, t'as parlé du 15 février, donc... En tout cas, la date, c'est jeudi. Il faut s'inscrire sur ticket.paris2024.org. En fait, ils font tout pour te démotiver à. Presque. Oui, bah, je pense que c'est. Mais bon, il y aura forcément là une demande immense, donc il n'y a pas de problème là-dessus. C'est l'administration française, hein. Ouais. On s'est s'y habituer. Ah bah. Et paf. Et pouf. Allez. Et Coup de gueule. bing. Attention, là, ça sort les guns, là. Sophie, là, c'est punchline ce soir. Oh, la Fayette. L'administration française. Et attention, hein, c'est pas fini. Hein. Après, t'as ta chronique, hein, j'attends de voir la Oh, suite. mince. Vas-y, Audrey, pardon. Alors, je passe d'un grand événement à l'autre. Le mondial au Qatar se poursuit dans les circonstances que l'on connaît. On a pu assister à quelques gestes marquants sur le terrain vis-à-vis de ce qui se passe en dehors. Vous avez sûrement vu le geste de protestation des footballeurs allemands avant d'affronter le Japon. Pour s'opposer à l'interdiction de la FIFA de porter le brassard One Love, ils ont dénoncé cette censure en se couvrant la bouche sur la photo d'avant-match. Eh bien, réplique des Qataris, des spectateurs se sont eux aussi couverts la bouche avec des portraits de Mesut Özil dans les mains. L'ex-international avait quitté la Mannschaft en 2018, accusant la fédération de racisme. Il avait été très critiqué dans le pays pour son soutien au dirigeant turc Erdogan. Il était... Almano, Adrien. Oula. Germano-turc. Mais je cherchais un mot avec allemand et je sais pas Almano-germano. pourquoi. Almano, Almano. j'allais dire almano-turc. Non. Germano, il y a un mot pour. Donc Germano. Germano-turc, oui. Et puisqu'on parle de l'Allemagne, eh bien, les audiences TV du mondial sont assez catastrophiques. Pour le premier match, 15 millions de téléspectateurs en moins par rapport à 2018. Une explication simple. Alors en plus d'un désintéressement des performances de leur sélection, dont leur niveau est un peu en baisse, les Allemands boycottent beaucoup plus la Coupe du Monde que nous, par exemple. Nos audiences sont en effet plutôt bonnes. Ouais. Eux, le mot boycott, ils l'ont compris. dit. Oui, ils ont compris. C'est Et bien ils l'ont ça. fait. Ils l'ont compris. Nous, on dit, ouais, c'est la mode. On dit, c'est le boycott. Qu'est-ce que c'est, Ça fait un peu merde TikTok. Et au mondial, toujours hier soir, le duel entre le Portugal et l'Uruguay a été interrompu par l'irruption sur le terrain d'un homme arborant un drapeau arc-en-ciel ainsi qu'un t-shirt en soutien à la fois de l'Ukraine et des Iraniennes. En fait, ce n'est pas du tout la première fois que cet activiste italien nommé Mario Ferri, dit Le Faucon,
s'invitent sur la pelouse. Cela avait été notamment le cas lors d'un Espagne-Allemagne au Mondial 2010, à nouveau au Mondial 2014, dans une finale de Ligue des Champions, etc., avec à chaque fois des messages politiques à partager. Mais pour la petite histoire, son action ne se limite pas aux limites du terrain. Il a à plusieurs reprises effectué des voyages humanitaires et récemment en Ukraine pour venir en aide aux civils. Faucon en un mot, hein, attention. Pas d'insulte envers les Italiens. Non, comme Hein l'oiseau. Oui. Comme l'aigle. Ouais, Oui. c'est ça. Oui. Hein On a tous compris. Personne n'y avait pensé. Ah bon, bah voilà. Poursuis Audrey. Et à part ça, la saison de F1 est terminée. Mais il y a toujours des rebondissements au sein de l'écurie Ferrari, puisqu'on a appris la démission du patron Mattia Binotto à la tête de la Scuderia depuis 4 ans. Ce n'est qu'une demi-surprise, puisque des rumeurs de départ planaient déjà ces dernières semaines. Cela fait suite aux décisions stratégiques assez contestables tout au long de la saison. En tout cas, on murmure le nom de Fred Vasseur pour lui succéder, le patron de Sauber depuis 2017. Vous pensez que c'est une bonne, mauvaise décision que Binotto soit parti ? Ah bah non, enfin ils n'étaient pas sur une bonne dynamique, donc autant casser un peu. Ouais. Enfin c'est quand même celui qui est à la tête, on va dire du paddock Ferrari, qui est pas président, hein, mais je veux dire qui est là avec les pilotes, et c'est un peu lui le coordinateur de tout ça. Et si ça marche pas très bien, alors que tu as potentiellement la voiture, tu as quand même des très bons pilotes, tu as l'argent, la structure. Il y a peut-être des petits changements à faire. Puis au niveau de la tactique et la technique, ça a été souvent critiqué, moqué. Et, Surtout cette année. Hein. et oui, d'autant plus cette année. Donc il en paye un peu aussi les pots cassés et les occasions manquées. J'ai regardé, j'ai vu une stat impressionnante. Depuis 10 ans, Verstappen a plus de victoires lui seul que l'écurie Ferrari. Ah oui. Ah ouais. Depuis 2012, alors que Verstappen, ça fait que 2 ans qu'il gagne. Verstappen... Ah non, c'est ça. Non, c'est mieux que ça encore. C'est que depuis Oui, l'écurie vas-y. Ferrari. Albano. Non, je vais Le déconcentrez pas, Non, le je vais bien déconcentrez dire. Ah, Fayotte, j'aime ça. Je vais bien dire. L'écurie Ferrari depuis ces 10 dernières années n'a cumulé que 23 victoires en F1. Verstappen sur ces 2 dernières saisons en est à 25. 15 cette année, 10 l'année dernière contre Hamilton. Donc lui, en 2 années, ces 2 années champion du monde en l'occurrence, il a plus de victoires que l'écurie Ferrari en 10 ans. N'hésitez pas à réécouter l'émission Voilà. et vous comprendrez. DAB+. C'est pour ça que je me permets. Voilà. Mais non, mais parce que Verstappen a plus de 25 victoires. Mais là, pour Il le se coup, fait martyriser le pauvre. il- On sera plus jamais réinvité là. c'est bien. C'est bien. La c'est semaine cool. prochaine, il En attendant, il y en a- tout seul. En attendant, il y en a. Avec Audrey. Ils sont tous- Ils sont à 2. On les écoutera, ne vous inquiétez pas. En attendant, moi, je sais avec qui j'ai continué l'émission après. Hein. bah, La ça, on a Fayotte compris. garde sa place. J'attends de voir. Hein. Par contre, je me permets de rebondir. C'est vrai que c'est triste pour Binotto, mais pour Fred Vasseur, Frédéric Vasseur, plutôt un bon point. Franchement, ça fait très Ouais. plaisir pour nous de le voir arriver là. En plus, il est super apprécié dans le monde de la Formule 1. Hugo aura un mot à dire Bien sûr. quand son Mais retour viendra. toujours. Mais franchement, moi, je suis content même pour Fred Vasseur, Ouais, vraiment. qui peut avoir vraiment l'écurie qu'il mérite après Mm. toutes ces années de travail. Et pour finir rapidement, un autre départ, celui de l'ensemble du conseil d'administration de la Juventus Turin, en y incluant Andrea Agnelli, le président, et son vice-président, Pavel Nedved. Le climat interne du 3e de Serie A n'était en effet pas au beau fixe depuis plusieurs mois. Pour remplacer Agnelli, c'est Gianluca Ferrero qui est en pole position, recommandé par Exor, qui est l'actionnaire majoritaire de la Juve. Ferrero, juste avant Noël. Oh là là, c'est bien ça. J'ai même pas pensé, tu vois. Et ben voilà. J'offre, voilà, vous prenez pas. Tu offres les chocolats pour Noël, 23 calendrier d'avant. Allez, bien sûr, dans 2 jours. Alors, on fait pas une émission quotidienne, mais on aurait pu faire un format calendrier de l'avant. Et du coup, on peut plus. Mais on peut pas. Ah, on peut On pas. fait pas. Un calendrier de l'avant hebdomadaire, Mm. on verra. Peut-être d'ailleurs, en petit mot là-dessus, avant de déjà remercier Audrey. Merci, puisque C'était avec il faut- un immense plaisir. Comme ça, je faillote Je l'ai aussi. Non, c'est sincère. Merci beaucoup, Audrey, déjà pour les news. Bien, pour les vacances de Noël, le CC est en mûre réflexion et on vous proposera peut-être des hors-séries. Donc, pendant les fêtes, si jamais vous êtes toujours sur les ondes de Radio Campus, après le... Non, j'allais dire une bêtise, non, tout simplement. Le 25 tombe à dimanche. Donc, normalement, le mardi juste après, 23h minuit, vous pourrez écouter tranquillement votre émission.
Et sur ces mots, merci d'avoir mis en fond la musique. On avance, enfin, je parle beaucoup. C'est une chanson qui me faisait bien marrer. C'était pour là, cette fois souligner non pas les États-Unis avec Irene Cara, mais le Canada qui a gagné donc la Coupe Davis, qui est entrée dans l'histoire. Et c'est une chanson de Bob Bissonnette. Est-ce que ça vous parle? Pas du tout. Bob C'est un Bissonnette. hockeyeur. Ouais, tricheuse. elle fait trop bien. J'adore ça. Vraiment, j'adore ce personnage. Bob Bissonnette, ou plutôt appelé Roberto Bissonnette, qui était un ancien joueur de hockey du Québec et qui, en 2010, a dû arrêter complètement. Il était à un niveau amateur, semi-professionnel en tout cas, et qui a complètement arrêté, qui a fait plusieurs chansons là-bas au Québec et pour une équipe, mais que du hockey. Donc là, on s'écoute mettre du tape sur ma palette. Je sais pas le dire en Québec. Et c'était Bob Bissonnette, ancien hockeyeur qui est parti vers la musique et qui malheureusement nous a quittés en septembre 2016. J'ai trouvé des artistes décédés. C'est pas très joyeux. Tu vois, les news pour une fois étaient C'est joyeux, c'est vrai. plutôt Il n'y a pas eu trop de... porteuses d'espoir. Voilà. Mais voilà, je viens un peu plomber. C'était mon rôle ce soir de plomber l'ambiance du CSC. Donc ancien hockeyeur qui est décédé dans un accident d'hélicoptère, qui nous rappellera aussi malheureusement la disparition d'athlètes français. Il n'y a pas si longtemps que cela. Allez, on continue. Là, c'est Sophie normalement qui est tout sourire, qui va nous remettre la patate. Donc je te laisse nous présenter. Toujours les immanquables. légumes, hein, par contre. Ah, t'as vu hein? Je fais exprès. Toujours. Je titille. Pour ne rien rater des prochains événements à venir, écoutez les immanquables sur le CSC. Et alors, qu'est-ce qu'il ne faut pas manquer? Puisque tu parlais déjà de basket, mais ça sera pour la fin. On va commencer par le foot. Et là, je vous dis, prenez un stylo et un bloc-notes parce qu'il y a beaucoup de matchs qui arrivent. Je vais faire groupe je par réécouterai groupe. en DAB+. Toi aussi. Non, en vrai, ce sera plus Sur campushill.com, sur notre chaîne YouTube ou sur Spotify dans les jours à venir. super. Ma chronique. C'est pas moi qui parle, hein, c'est une voix que tu as lancée. Donc moi je. Alors, par groupe, on commence par le groupe D. Demain, on a déjà un peu teasé, mais France-Tunisie à 16h sur TF1 et Danemark-Australie à la même heure sur Bein. Important, donc c'est 2 matchs pour la qualification, mais je ne vais pas revenir sur tout ça. Des Groupe matchs qui C. seront aussi disponibles sur Spotify. Ils poussent. Non. Non, déjà, c'est Non. compliqué de retenir quelle chaîne fait quoi parce que Alors ils se battent un peu. vas-y. Groupe C, Pologne-Argentine sur TF1 et Arabie Saoudite-Mexique demain à 20h, donc les deux. Et le deuxième, Arabie Saoudite-Mexique sur Bein. Groupe E, match Allemagne-Costa Rica et Japon-Espagne, tous les deux jeudi à 20h sur TF1 et Bein, toujours. Groupe F, Canada-Maroc et Croatie-Belgique, jeudi à 16h sur Bein. Groupe G, vendredi, Cameroun-Brésil sur TF1, j'ai un gros doute sur les jours là. Et Serbie-Suisse sur Bein, tous les deux à 20h. Groupe H, Portugal, Corée du Sud, puis Ghana-Uruguay, vendredi à 16h tous les deux sur Bein. Je sais, vous notez là. Groupe Bein. H, enfin, Portugal, non, je l'ai déjà dit. Et puis le début des 8e, samedi, Pays-Bas-USA à 16h. Bein. Et dimanche, Angleterre-Sénégal à 20h. Tous les deux sur Bein, mais peut-être TF1, on n'est pas encore sûr. Oui. Oui, TF1 qui prend les 5 Cinq. meilleurs 8e. Bon, qu'est-ce C'est que ça. c'est qu'un meilleur 8e? Je pense que là, en l'occurrence, c'est Angleterre-Sénégal. Voilà. Pays-Bas, Et en plus, Moi, je États-Unis. m'avance c'est 20h, t'as dit C'est Angleterre. 16h pour Pays-Bas-USA, puis le lendemain, 20h. Ouais, c'est ça. Ouais, 20h, ça intéresse TF1 parce qu'il y a plus de monde Oui, qui c'est vrai. c'est le meilleur créneau aussi. Très rapidement en rugby, on va juste parler du match choc entre le Stade français et La Rochelle à 21h05 sur Canal+. Et pour le dimanche soir, il nous réserve Canal+ Sport une rencontre RCT Racing 92. On passe rapidement au basket avec l'Euroleague avec un match franco-français Lyon-Monaco jeudi à 20h en clair sur l'équipe. Ils ont réservé ce match en clair pour cette rencontre franco-française, le dernier de la liste, Lyon et Monaco, qui s'en sortent plutôt bien. Donc à regarder. Et enfin, je finis avec le biathlon. Cette semaine, reprise de la Coupe du Monde. On en a parlé avec une première épreuve qui a eu lieu aujourd'hui. Ça se passe à Kontiolahti, en Finlande. Ce matin, les hommes ont couru, mais demain à 13h15, c'est le tour des individuels femmes, à retrouver sur Eurosport. On poursuit jeudi avec les relais hommes à 11h et les relais femmes à 13h35, tous les deux sur Eurosport. Ensuite, pourquoi s'arrêter en si bon chemin? On retrouve samedi le sprint homme à 10h45 et les femmes à 13h45. Et je ne l'ai pas suffisamment répété, mais tous les deux seront sur Bein Sport. l'équipe.
Allez, enfin, dernière rencontre importante de la semaine en biathlon. Dimanche, poursuite hommes à 12h15 et femmes à 14h15 sur l'équipe. En fait, pour résumer, la semaine c'est sur Eurosport et le week-end c'est sur l'équipe. Ah, l'équipe, ils sont quand même un petit peu sur le mondial, donc ils profitent aussi. Ça, ils peuvent pas tout faire. Bah ouais. Mais voilà, là je vous ai donné plein de dates. J'ai Faut tout noté. suivre. J'ai tout noté. T'as tout noté? Oui, tout. Eh ben, qu'est-ce qui se Quel passe homme. le 4 à 12h50? Poursuite. Non, je- Alors, si tu sortais le bon truc, c'est bien. J'ai repensé, mais Ah, si mais la oui. France est première de son groupe, elle joue aussi dimanche à 16h. Un jour Oui. de Donc, plus de est-ce que récup. TF1 prendrait les deux matchs? Oui. 16h et de 20h. Oui, ils l'ont fait. Tu penses? Oui. Ils l'ont fait déjà sur des. Bah, ce week-end. Ils Ok. l'ont fait ce week-end. Il y a eu des matchs de 14h et des matchs de 20h. Puis, Ok, de toute façon, bon, ils ont. bah, c'était une petite question. Voilà. J'avais eu un doute. Enfin, je pense que c'est possible. Mais Je si sais- Ellie le dit, Je bosse pas à TF1, mais. Ok, super. Merci Sophie de rien. pour les petits immanquables qu'il fallait noter, que vous pourrez renoter si vous réécoutez l'émission sur campuslille.com ou sur YouTube ou sur Spotify. Allez, on finit en jeu. Allez, Bah oui, on joue. on est Jouons. chaud. Vas-y, Ellie. C'est l'heure de jouer tous ensemble autour du quiz du jour. Tout de suite, dans le Campus Sport Club. Je m'excuse pour ça. Je m'excuse pour ça. Pour le Campus Sport Club. Allez, quelques petites questions sur la saison de biathlon qui a démarré aujourd'hui. On va revenir donc sur les principaux points, normalement, si vous savez peut-être réviser par hasard. Je vous pose des questions et celui qui dégaine le plus vite prend la réponse. Ok. Où auront lieu les championnats du monde cette année de biathlon pendant la Coupe du Monde? Je sais plus. Oh faut tenter alors. En Allemagne. Tu tentes? Oui. En Allemagne? Oui. Oui, Elie, en Allemagne, à Oberhof, en février prochain. Oui, puisque l'an dernier, c'était les Jeux Olympiques qui étaient à Pékin, et là, ça sera donc des championnats du monde en plein milieu de la saison en Allemagne. Quel week-end se conclura l'étape de Annecy, le Grand Bornand? Week-end du jeudi 15, vendredi 16, 17-18 Voilà, j'ai que T'as t'as de compté. quel mois? Donc, décembre. décembre, oui. J'allais le dire en plus, Week-end je vais qui laisser. rime aussi, week-end donc du 17-18 qui rime aussi avec Vacances. non, Noël. mieux le 18 Non. La décembre. finale de la Coupe du Monde. Merci Bah, quand même. Audrey. S'il vous plaît. Quand même. Mais après on pourra démarrer. 18 décembre. Noël. T'as une semaine d'avance sur les délais, hein. C'est bien. Troisième question. Combien de points sont attribués pour une victoire en Coupe du Monde cette année? Sur une épreuve. Sur une étape. J'en ai aucune idée. On peut Parce donner que- une échelle? Bah non, un nombre de points exact. Ça vient d'être modifié. Hein. Ah bah, Ah, bien sûr. alors, Nouvelle ancienne mais version. dites, je dis plus ou moins. Eh ben 50. Plus, 100. 80. plus. 60. 90. Oui. Ouais, ça va Et pas là. Audrey, qui est en bonne faillotte, dit non, mais moi, j'attends qu'Adrien donne la réponse, je laisse mes partenaires Laisse les jouer. autres se planter. Voilà. Alors, 90 points. Avant, nous en étions à. Ah bah, on est dans. Tiens, question suivante, pardon. Quel a été l'ancien nombre de points remportés pour une victoire avant cette année, le changement, qui est passé à 90? 100. 50? Plus, moins. 80? Moins. 75. Ah merde. 60? Ah, c'était égalité, mais c'est quand même Sophie. Allez. 60 points, oui. En fait, ils ont juste changé les points donnés pour les 6 premiers pour récompenser encore plus les meilleures positions. Et donc, sur le sprint, l'individuel ou la poursuite, par exemple, le 6e n'aura plus 38 mais 40 points. Le 5e en aura 45 au lieu de 40. Le 4e, c'est 50 au lieu de 43. Le 3e, c'est 60 au lieu de 48. Le 2e, maintenant, c'est 75 points au lieu de 54. Et donc, le premier, 90 au lieu de 60. Ça fait un beau gap. Et pour bien récompenser ce top 6, puisque à partir de la 7e position, c'est les mêmes points. D'accord. Rien qui change. Et en Mass Start, c'est pareil. C'est des points donnés pour les 6 premiers. Ça a un tout petit peu changé de ce que je viens de vous dire. Et donc, c'est aussi 90 points pour un vainqueur de Mass Start. Blablabla, j'ai 3 questions. Qu'arrive-t-il aux courses des championnats du monde en Allemagne cette année, contrairement aux précédents championnats du monde? Alors. Il y aura plus de neige? C'est toujours dans le cadre de la Coupe du Monde. Hein. Non, pas d'idée? Non. Enfin, Non. C'est par rapport au C'est un 10? calendrier. Une fois? des, Non. ouais, c'est un des Deux indices. fois? Des Non. indices Non, rien. 3 fois? Non. C'est pour finir. Hein. Tu peux même lancer la outro si tu veux. Plus aucun point ne sera donné
pour D'accord. les épreuves des championnats du monde. Donc voilà. Et pour finir, combien d'hommes, à votre avis, qui concourent cette année ont au moins 3 victoires en Coupe du Monde dans leur carrière? 9. 5. Attends, répète la question. C'est trop tard, on va finir. 3, Répète la question. bien. 7. Eh ben, vous réécouterez dans le Campus Sport Club sur campusil.com. C'est 10. Je sais pas la question. C'est On pas te la dira en grave. off. Il fallait écouter. Combien d'hommes qui concourent cette année ont au moins 3 victoires de Coupe du Monde en l'occurrence? Et Johannes Beu en a 55 et Fillon-Maillet 16. Oula. Voilà. Bon, on a du coup débordé. Vu que vous n'avez pas écouté assidûment la question. Bravo à vous. Vous, Ellie seulement. Ellie, ouais. Ellie, bravo Ellie. Hein. C'est Super. ma faute. Alors, regarde, je remets la L'outro outro. Ah, Hop. tu peux. Hein. Allez, sur ce. Je suis pas à l'heure en fait. Non, on n'est pas à l'heure, c'est pour ça que ça ne marche pas. Ouais, je C'est pour comprenais ça. pas. C'est pour ça que. Pourtant, je l'ai lâché à 47. Ben ouais, mais c'était trop tard. Merci beaucoup, Sophie, Audrey et Ellie. Merci à toi. Ouais. Pour cette fin laborieuse. C'est de plus en plus compliqué Je là. pense qu'on n'a jamais fait mieux. Pourquoi c'est Oh, possible Elle est très très poussée cette fin. Il y a rien qui- y a rien qui va. Merci Adrien pour cette émission. Incroyable, vraiment. Merci beaucoup. Merci à tous les trois. Je vais le répéter pour la 12e fois dans le dernier quart d'heure. L'émission du Campus Sport Club de ce soir sera réécoutable sur campusil.com, sur Spotify dans les jours à venir ou sur notre chaîne YouTube Campus Sport Club. D'ici là, on dit Portez-vous bien. Portez-vous bien. Portez-vous bien. portez-vous bien. À mardi prochain, 23h minuit. Bye bye tout le monde.